Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur la loi de finances 2024, ou bien قانون المالية لسنة 2024. Avant de commencer, c'est quoi une loi de finances? C'est un document budgétaire qui essaie de préciser ou bien de délimiter les dépenses ou bien les crédits ouverts de l'État et aussi les différentes recettes. C'est c'est un principe de la partie double, c'est-à-dire on a dans un lieu les différentes recettes de l'État et on a dans l'autre lieu les différents engagements à honorer. Et par la suite, on doit avoir un équilibre. Cette loi de finances, elle est un texte législatif, c'est-à-dire que ces mesures sont appliquées de manière obligatoire. Et pour essayer de comprendre la logique ou bien la vision étatique lors de l'élaboration du projet de cette loi de finances, on peut avancer que l'une des hypothèses les plus fondamentales, c'était un taux de croissance prévisionnel de 3,7% et aussi un déficit budgétaire limité à 4% du PIB et un taux d'inflation de base de 2%. D'ailleurs, ces hypothèses-là sont jugées par des professionnels comme étant très optimistes, mais toutefois, on peut comprendre la vision étatique parce que le Maroc, c'est une économie ouverte, c'est une économie de marché, et d'ailleurs, euh, pour être dans la norme des pays en voie de développement, on doit faire un record, par exemple, de croissance de 5 à 7% chaque année pendant 30 ans afin qu'on sera un pays développé. C'est comme une norme standard. Il existe aussi d'autres hypothèses, par exemple, le prix de baril du pétrole qui est établi à l'entour de 84 dollars. On parle sur le temps du gaz butane, c'est-à-dire c'est à l'ordre de 700 dollars par tonne, etc. Et aussi, il existe d'autres hypothèses sur la production céréalière et aussi sur le taux de change, généralement contre le dollar et contre l'euro. Mais ce qui nous intéresse aussi de prendre en considération lorsqu'on parle des hypothèses de l'élaboration, c'est comment on dit, la vision étatique. Au-delà de ce qui est fiscal et ce qui est économique, on a aussi des mesures sociales parce que généralement, l'État est en train de converger vers une situation d'état social. Et on tient à rappeler qu'il y avait une catastrophe naturelle dans la région de House. Donc, plusieurs personnes ont perdu leur habitation, etc. Et on a aussi des dégâts, Allah yarhamou. Mais on doit toujours faire des mesures pour rétablir cette situation. Et d'ailleurs, euh, on est dans une période de reconstruction post-séisme, c'est-à-dire que l'État doit contribuer dans cette campagne de reconstruction et il doit aussi impliquer ou bien engager les différentes agences de développement, notamment l'agence de développement du Haut-Atlas. Sans oublier qu'il existe le Fonds spécial de solidarité qui est dédié à la gestion des effets de séisme et du Fonds Hassan II pour le développement économique social et généralement plusieurs aides internationales. En deuxième lieu, et dans la vision de l'État social, on parle aussi de la consolidation des fondements de l'État social par la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, qui va essayer de toucher plusieurs catégories qui étaient avant sans couverture médicale. Troisièmement, et dernièrement, on parle aussi sur certaines réformes structurelles. Et d'ailleurs, le Maroc s'est engagé à, par exemple, réviser le code de la famille, et aussi essayer de moderniser de telle sorte la famille marocaine.
Mais ce qui nous intéresse le plus dans cet épisode, c'est les mesures fiscales. D'ailleurs, et de mon point de vue personnel, je considère que cette loi de finances 2024, elle a été totalement dédiée à la TVA. Parce que même si il a inclus d'autres mesures concernant l'IS ou bien l'IR, bien droit d'enregistrement, mais la TVA, c'était l'élément qui a fait couler beaucoup d'encre. Et, pour plus de précision. Et c'est après donc, les recommandations de l'Assise fiscale de 2019 à SREAJ. L'une des recommandations phares de cette assise, c'était l'harmonisation progressive des taux de TVA. Parce qu'on ne peut pas, je veux dire, essayer d'unifier, par exemple, un taux de 20% sur les différentes parties ou bien les différentes catégories qui étaient, par exemple, imposées à des taux différents. C'est- on a 5 taux de base, donc c'est 0%, 7%, 10%, 14% et 20%. Alors, la loi de finances 2024 est venue afin d'harmoniser ces taux et de n'avoir d'ici 2026 que deux taux standards, c'est-à-dire 10% et 20%. Prenons par exemple l'exemple de l'énergie électrique. Alors, on connaît toujours qu'il y avait quelques normes euh, de- les plus, les plus connus ou bien les éléments qui ont été euh, propagés donc, dans la culture organisationnelle sur cette dernière décennie, c'était les normes ESG. Et d'ailleurs, on est toujours en train de chercher cette sustainability, soit en termes de ressources humaines, soit en termes de ressources capitales, soit en termes de ressources naturelles. Et d'ailleurs, Euh, l'une des mesures aussi qui a été adoptée, c'était de commencer à produire l'énergie électrique à partir des énergies renouvelables, généralement l'énergie aérienne. Et pour cela, la loi de finances 2024, elle a essayé de faire cette différence entre l'énergie électrique produite à partir des énergies fossiles et l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables. D'ailleurs, si cette énergie électrique, elle est de source fossile, par exemple le carburant, bien charbon, le taux appliqué en 2023, c'était 14%. On va voir ce taux augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne 20% à l'horizon de 2026. Au contraire, si l'énergie électrique est produite à partir des énergies renouvelables, on va supprimer ce taux d'imposition, c'est-à-dire le taux sera 0%, non applicable. Et comme ça, on est en train de favoriser le recours à ces énergies renouvelables afin de créer ou bien produire de l'électricité. On parle aussi d'un autre produit donc, qui touche à peu près toutes les familles dans la population marocaine, c'est le sucre raffiné. On a vu ce sucre être imposé en 2023 à 7%. Et aussi, cette imposition va augmenter jusqu'à 10% à l'horizon de 2026. Aussi, la loi de finances 2024, elle a introduit plusieurs mesures incitatives en matière de TVA. Par exemple, il va supprimer ou bien exonérer à l'horizon de 2026 les prestations de services rendues par tout agent, démarcheur ou courtier d'assurance à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurance. Le taux appliqué, c'était 14%. Alors, à l'horizon de 2026, ça sera 0%. Et on est en train de favoriser le secteur d'assurance. On trouve par exemple aussi que cette exonération va aussi toucher les voitures économiques, tous les produits et matières entrant dans leur fabrication, ainsi que les prestations de montage des dites voitures économiques. Une voiture économique et aussi les éléments entrant dans sa fabrication, il a été imposé à l'ordre de 7% en 2023. D'ailleurs, d'ici 2026,
on va supprimer cette imposition et d'ailleurs le taux sera de 0%. Et c'est-à-dire l'achat de ces voitures économiques ou bien leur production sera plus favorable pour des champs, pour des entreprises. Aussi, ça peut créer de l'emploi. Un autre élément très important euh, dans cette mesure de loi de finances 2024, on parle aussi sur l'exonération de la TVA avec droit à déduction, alors destiné à l'usage domestique, généralement via des réseaux de distribution publique et aussi des prestations d'assainissement. On parle aussi de l'exonération de la TVA avec droit à déduction sur les produits pharmaceutiques, généralement les médicaments, mais mais on ne va pas exonérer les éléments intrants dans la production, ou bien dans la conception de ces produits pharmaceutiques, notamment par exemple les composants, et aussi si dans les éléments intrants dans la production de ces produits, il existe des emballages non récupérables. Alors, le produit pharmaceutique, il est exonéré avec droit à déduction, mais les produits ou bien ses composants et tout emballage non récupérable sera imposé à l'ordre de 20%. Aussi, on a l'exonération sans droit à déduction de certains produits de première nécessité. Si on parle d'ailleurs du bien de première nécessité, on peut parler par exemple du lait parce que c'est un point qui est très important, c'est une nécessité. Les sumo, etc., ce sont les éléments de consommation instantanée. Donc, tu pars chez le marchand, tu achètes et tu les consommes. Donc, ce qui rentre aussi dans la disposition d'exonération sans droit d'exemple, ce sont les fournitures scolaires et les produits et matières entrant dans leur composition. Maintenant, la vision étatique, l'état social, on considère que ces éléments ne sont pas ce n'est pas un champ d'application de la TVA parce qu'on veut frapper une valeur ajoutée et maintenant, le droit, la scolarité, généralement, c'est devenu, par exemple, dans les établissements privés, ça devient très cher. Et alors, comme étant État, on doit faire quelque chose pour essayer euh, de- d'alléger la pression sur l'État. Aussi, d'autres éléments qui seront considérés comme des biens de première nécessité et par la suite exonérés sans droit à déduction, ce sont le beurre dérivé du lait d'origine animale, les conserves de sardines, le lait en poudre, généralement pour les bébés, et le savon de ménage. Alors, généralement, euh, comme on a vu, on est en train soit d'augmenter l'imposition de la TVA sur les champs quand on veut essayer de réduire, par exemple, le recours à des énergies fossiles afin de réduire l'effet de serre, donc moins de CO2 dans l'air, ce qui est favorable. On est en train d'exonérer ou bien de supprimer l'imposition sur des champs qu'on veut favoriser, par exemple l'énergie renouvelable à partir l'énergie électrique à partir des énergies renouvelables. Et on voit aussi, sans parler par exemple sur les produits pharmaceutiques qui sont un élément très important pour la majorité de la population qui souffre de certaines maladies et par la suite, ça va réduire les prix de ces médicaments, ce qui est favorable. On est toujours dans la vision de l'État social. Et aussi, maintenant, on considère que ce n'est pas seulement des éléments qui sont purement de nutrition qui doivent être exonérés et sans droit de déduction considérés comme des produits de première nécessité, mais aussi les fournitures scolaires et le savon et aussi le lait en poudre pour les bébés. Alors, le- une autre mesure phare de cette loi de finances, donc c'est elle qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est à retenir la source en matière de TVA. C'est quelque chose que le client devient un agent de l'administration fiscale et il va essayer de pratiquer une retenue à la source sur son fournisseur au lieu de le verser le montant TTC et ce fournisseur-là, il prend
ces fonds de TVA qui est de l'argent qui appartient à l'État, et par la suite, il va la verser. Mais généralement, l'État, il a su qu'il existe des fournisseurs frauduleux, c'est-à-dire il y a une grande en matière de TVA. Parfois, ces fournisseurs sont de mauvaise foi, parfois, ce sont des fournisseurs fictifs. Et d'ailleurs, euh, euh, il va essayer de contester ou bien opposer la déductibilité de la charge et la déductibilité de la TVA au niveau du client. Et tout simplement, il peut avancer l'argument que j'ai établi des relations commerciales avec le fournisseur parce qu'il est connu sur le marché de bonne foi. Et je ne peux pas, à chaque fois que je conclue une, une, une transaction, je demande l'attestation de régularité fiscale à mon fournisseur. Ce n'est pas une pratique courante dans le marché. Et par la suite, donc l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Que pour essayer de réduire donc cette fraude fiscale et essayer de- d'avancer de certaines mesures préventives, l'État a dit tout simplement que pour deux cas de fournisseurs, le client il est obligé de pratiquer une retenue à la source, mais à condition, et cette condition-là, que le fournisseur ne présente pas à son client attestation de régularité fiscale délivrée pendant une période de moins de 6 mois. Alors, comment on peut expliquer ce montage? Tout simplement, si je suis le client et j'ai un fournisseur, donc j'achète par exemple un bien d'équipement, le prix dans la facture c'est TTC, c'est-à-dire le hors-taxe plus la TVA. Alors, au lieu de verser la TVA à mon fournisseur, je vais le verser le montant hors taxe. Et moi-même, comme étant client, je m'en charge à prélever cette TVA sur moi-même et verser à l'État dans les délais prescrits. Donc, c'est comme une- un civisme fiscal qui est, un civisme fiscal qui est très, très proche de la personne, ou bien généralement du contribuable, parce que tu vas commencer à te prélever même la TVA, qui était d'ailleurs l'obligation qui incombe chez le fournisseur. Alors, la TVA sera prélevée à la source par les clients assujettis à cette taxe sur les opérations imposables effectuées par les fournisseurs de biens d'équipement et de travaux qui ne présentent pas à ces clients une attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes délivrés par l'administration fiscale depuis moins de 6 mois. Et il a noté que les États et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public qui ont l'obligation d'appliquer la réglementation relative au marché public ne sont pas tenus d'opérer la retenue à la source précitée, c'est-à-dire qu'ils sont hors champ d'application de cette mesure. Le deuxième cas de figure des fournisseurs, ce sont les fournisseurs de prestations de services. Mais ces fournisseurs doivent être assujettis à la TVA. D'ailleurs, cette mesure ne concerne pas toutes les prestations de services, mais en particulier euh, quelques cas de figure de services énumérés dans l'article 89. On peut les citer ici. Alors, en premier lieu, on a la location de certains locaux meublés, bien équipés. On parle aussi sur les opérations de transport, magasinage et courtage. Et en dernier lieu, on parle aussi des opérations effectuées dans le cadre de la profession du fournisseur lorsqu'il est une personne physique ou morale ou au titre de profession de quoi, généralement avocat, notaire, architecte, ingénieur, etc. Alors, c'est un champ délimité par les dispositions de l'article 89 et comme on a dit donc dans la disposition 5, 10 et 12. Généralement,
location, transport, courtage, magasinage par exemple, et aussi lorsqu'il est au titre de profession, soit en termes de personne morale ou bien personne physique, pour des professions libérales, avocat, ingénieur, notaire, ADEL, huissier de justice, topographe, etc. Alors, comme on a dit, donc si je suis un fournisseur et dans cette prestation de service, concernant les trois champs précisés, la retenue à la source n'est pas à l'ordre de 100% comme le cas d'un fournisseur de biens d'équipement. Mais généralement, la retenue à la source, c'est à la hauteur de 75% du montant. Et les personnes qui sont concernées par pratiquer cette retenue à la source sont les personnes morales de droit privé assujetties, généralement assujetties à la TVA, et aussi les personnes physiques identifiées, c'est-à-dire généralement les sociétés en nom collectif, par exemple, qui déterminent leur résultat imposable selon le régime du RNR ou bien le RS, et qui versent des rémunérations concernant les prestations précisées aux personnes physiques assujetties ayant présenté l'attestation justifiant leur régularité fiscale. Alors, cette mesure-là, elle est un peu précisée pour des personnes physiques euh, identifiées et qui déterminent le résultat selon le régime RNR ou bien RS. C'est-à-dire, on n'inclut pas, par exemple, la CPU ou bien en tant qu'entrepreneur. Et pour essayer de schématiser ce qu'on a dit, donc, j'en ai deux parties importantes. J'en ai le client et le fournisseur. Alors, si je suis un fournisseur de biens, d'équipements et de travaux, c'est le premier cas de figure, et si je suis assujetti à la TVA, c'est-à-dire immatriculé et je paie la TVA, j'ai mon code de TVA. Si mon client est une personne physique, une personne morale ou bien une personne physique identifiée et il détermine son résultat imposable selon le régime RNR ou bien RNS, et je présente mon attestation de régularité fiscale à mon client, généralement, aucune retenue à la source n'est pratiquée parce que je suis en conformité fiscale et je respecte mes obligations de déclaration et de paiement d'impôts. Si euh, mon client est l'État ou bien l'une des collectivités, établissements, etc., d'ordre public, généralement, cette retenue à la source n'est pas applicable. Ils ne sont pas concernés par cette mesure. Mais dans le cas où je suis ce fournisseur-là de biens, d'équipements et de travaux, et je ne présente pas mon attestation de régularité fiscale à mon client, alors dans ce cas, mon client, qui est une personne morale de droit privé ou bien une personne physique identifiée qui détermine son résultat selon le régime RNR ou bien le RNS, il va pratiquer cette retenue à la source à l'ordre de 100%. C'est-à-dire, je fournis l'attestation, 0% de retenue à la source, c'est pratiquement le cas de figure régulier et c'est moi qui va gérer ma TVA collectée. Sinon, si je ne présente pas cette, euh, cette, euh, cette attestation, généralement, le client va pratiquer la retenue à la source à l'ordre de 100%. Et euh, dans le cas où mon client, c'est l'État ou bien les collectivités d'ailleurs, c'est un champ de non-application de cette retenue à la source. Dans deuxième cas de figure, que je suis un fournisseur et je fournis des travaux, ouais, je fournis des services énumérés par l'article 89, à titre professionnel, on a dit magasinage, etc. Lorsque je suis une personne morale et mon client soit une personne morale ou bien une personne physique selon RNA ou bien RNS, aucune retenue à la source ne sera appliquée. Mais dans le cas où je suis un fournisseur de ces services précités et mon client, c'est l'État ou bien une des collectivités, alors la retenue à la source, c'est à l'ordre de 75%. Donc, c'est soit 0%,
avec un client de personnes morales, etc. Ou bien c'est 75% de la retenue de ressources avec mon client étatique. Lorsque je fournis ces services énumérés par l'article 89 et je suis une personne physique identifiée, j'établis mon résultat selon le ANR ou bien le ONS. On a aussi deux sous-cas de figure. La première, c'est que si j'arrive à fournir ou bien à présenter mon attestation de régularité fiscale, peu importe la forme juridique de mon client, soit de personne morale, de droit privé, personne physique ou bien État, mon client doit pratiquer la rémunération à l'ordre de 75%. C'est obligatoire dans les deux cas de figure. Si je suis un fournisseur, personne physique, RNR ou bien RNS, et je n'arrive pas à présenter mon attestation de régularité fiscale dans, dans un délai de moins de 6 mois, alors mon client, si c'est une personne morale et une personne physique identifiée selon RNR ou bien le RNS, elle va pratiquer une retenue à la source à l'ordre de 100% du montant de la TVA. Il va me verser le prix net TVA. Et si mon client, c'est un établissement étatique ou bien État, tout simplement, il va pratiquer la retenue à la source à l'ordre de 75% dans tous les cas principaux. Donc, je pense que c'est le cas de figure dans cet enjeu entre le fournisseur et le client. Dans ce cas, et quand on entend, ou bien quand on observe en premier lieu, s'il existe une retenue à la source en matière de TVA, c'est tout simplement, on, on essaie comme des personnes du domaine de fiscalité de comprendre la légitimité de la retenue à la source et de l'appliquer sur, par exemple, la TVA qui était d'ailleurs, euh, ce n'est pas ni une charge ni un produit, mais tout simplement, c'est un jeu de crédit et de débit. Et par la suite, pourquoi on va essayer d'alourdir en parenthèse, la gestion fiscale de nos clients par cette retenue à la source et les obligations qui incombent. Alors, en revenant ici sur le rapport de l'OCDE, qui donc, sont généralement, c'est un rapport de commentaires sur les différentes méthodes de recouvrement de l'impôt. Ils ont précisé que les mécanismes de retenue à la source sont généralement considérés comme la pierre angulaire du système d'impôt sur les revenus. D'ailleurs, ils ne connaissaient pas l'application de la retenue à la source en matière de TVA. Et pourquoi l'impôt sur les revenus précisément? Parce que c'était c'était un champ un peu occulte pour la fraude, parce que généralement, les salariés, ils ont eu l'obligation de déclarer par eux-mêmes l'ensemble des revenus salariaux et par la suite liquider l'IR au lieu d'être prélevé à la source chez l'employeur. Alors, qu'on a dit qui était la pierre angulaire, et c'était exiger des tiers tels que les employeurs ou les institutions financières qu'ils retiennent un certain montant d'impôt sur les revenus qu'ils versent aux contribuables réduit considérablement, voire éliminer le risque de sous-évaluation de ces revenus par le contribuable. C'est-à-dire que si l'État engage un intermédiaire, soit l'employeur ou bien l'institut financier, et généralement il parle sur les banques et pour pratiquer certains retenus à la source, sur les intérêts, etc., on est en train de réduire considérablement, ou bien éliminer donc, la sous-évaluation des revenus, ou bien sur la sous-évaluation, ou bien euh, la sous-évaluation des prix de vente, ou bien la surévaluation des prix d'achat, ce qui est overbilling. Alors, on peut se limiter à ce point, en ce qui concerne la retenue à la source, et on peut aussi parler sur d'autres mesures qui étaient très importantes dans
loi de finances 2024. D'ailleurs, il y avait par exemple d'autres éléments sur la TVA, soit par exemple le rétablissement de l'obligation de conservation des biens meubles inscrits dans un compte d'immobilisation durant 5 ans, euh, introduction d'un nouveau régime ou bien d'un régime particulier d'auto-liquidation de la TVA, l'institution du principe de la solidarité en matière de TVS, c'est-à-dire c'est dans le cas qu'il existe une fraude aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le Code général des impôts pour tout responsable financier ou administratif de l'entreprise ou un bénéficiaire effectif du montant de cette taxe. Donc, généralement, ces personnes-là seront solidairement redevables en matière de recouvrement de la TVA due des pénalités et des majorations afférentes. C'est un élément pour essayer de pénaliser toute contribuable de main foi qui veut frauder au niveau de la TVA. La solidarité en matière de TVA, ce n'est pas un élément qui est très simple, mais généralement, c'est un fardeau fiscal sur les dirigeants et aussi ça entretient des risques lors de leur gestion parce que si, si une erreur sera considérée comme une fraude, donc c'est un scénario drastique. Alors, sans oublier qu'il y avait de nouvelles sanctions applicables en matière de TVA, notamment pour les déclarations créditrices hors télé. Le taux ou bien donc la sanction sera une amende équivalente à 15% du crédit TVA avec un minimum de 500 dirhams. Et aussi des sanctions pour infraction en matière de délai de droit de déduction pour le même montant, l'amende de 15% du montant de la TVA avec un minimum de 500 dirhams. Alors, aussi au niveau de l'impôt sur les sociétés, il y avait donc des mesures, je pense, qui, qui n'étaient pas donc de grand ordre, mais généralement, on parle sur une limite exceptionnelle du taux de l'IS de 35%. Parce que avec la loi de finances 2023, l'État donc, il a adopté une approche d'harmonisation aussi des taux d'imposition entre deux taux standards, c'est-à-dire 20% pour euh, les sociétés dont le bénéfice est inférieur à 100 millions de dirhams et 35% pour les sociétés qui affranchissent ce seuil. Et d'ailleurs, si tu as franchi le seuil, donc tu dois rester pendant 3 années consécutives imposé 35%, même si tu as un bénéfice moins de 100 millions de dirhams, afin que que tu recules une autre fois dans ton normal de 20%. Mais avec cette nouvelle mesure, il dit que si, par exemple, tu as franchi le seuil de 100 millions de dirhams, mais dû à un résultat fiscal qui est non courant, généralement lors des politiques de désinvestissement, c'est-à-dire donc la cession des immobilisations corporelles, incorporelles ou bien financières, alors donc cette année tu seras imposé à l'hausse de 35%, mais tu peux revenir au taux de 20% lors des exercices suivants. Alors, là, c'est une mesure incitative généralement parce que si, par exemple, une société veut vendre certaines immobilisations qui devient, par exemple, obsolète, etc., c'est un peu pénalisant de rester pendant 3 ans consécutifs à 35%, même si d'ailleurs ta faculté contributive n'arrive pas à être imposée à 35%. La deuxième disposition, c'était l'exonération permanente pour la Fondation Mohamed VI des séances de la santé et exonérée en matière d'impôt sur les sociétés. C'est vraiment, ça devient d'une manière permanente, c'est-à-dire il n'a pas même, il n'a pas l'obligation de liquider l'IS. De même, les dons en argent ou en nature octroyés à cette fondation sont déductibles fiscalement. C'est un moyen aussi de gestion, de donner des dons et aussi de les considérer comme des charges déductibles qui réduit le bénéfice imposable. Je pense que au niveau de l'IR et au niveau de l'IS, ce sont les éléments qui étaient très importants pour cette loi de finances. Sans oublier que, afin de mesurer l'impact réel, on doit attendre vers Inch'Allah, le mois octobre prochain, afin de mesurer si réellement on a essayé de, ou bien on a réussi
limiter la fraude en matière de TVA. Et d'ailleurs, on a plus de conformité que finalement, ces mesures-là ont essayé de contribuer avec une grande valeur ajoutée et avec une valeur ajoutée positive au niveau de l'harmonisation du régime fiscal ou bien du système fiscal marocain et aussi dans la vision de l'État social. Je pense que c'était les principales mesures de cette loi de finances parce que, comme on a dit, c'était généralement dédié à la TVA. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine épisode.